Bonjour à tous. J'espère que vous passez une excellente journée. Je suis ravi d'être rejoint aujourd'hui par Ola Thunander, un éminent chercheur suédois en relations internationales et professeur émérite à l'Institut de recherche sur la paix à Oslo, qui s'est concentré sur la stratégie maritime depuis les années 1980, soit un bon 30 ans d'expérience dans l'analyse de la politique de sécurité. Bien sûr, il a écrit de nombreux livres sur la géopolitique et la stratégie maritime, en se concentrant sur la Russie, notamment dans sa relation avec les pays scandinaves. Un axe de recherche clé qui m'a beaucoup intéressé a été cette focalisation sur les faux sous-marins russes utilisés dans les opérations psychologiques par les alliés de la Suède dans les eaux suédoises pendant la guerre froide. Et oui, encore une fois, l'intention était de créer des craintes concernant Moscou et la neutralité de la Suède et d'attirer le pays vers l'OTAN. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous accueillir. C'est formidable de vous revoir, Ola. Merci. Merci beaucoup. J'espérais que vous pourriez peut-être fournir un peu de contexte historique, parce que, encore une fois, l'avantage d'avoir 30 ans d'histoire derrière vous est que vous remontez jusqu'à la guerre froide. Quel est le contexte historique de la nature des opérations psychologiques des États-Unis et du Royaume-Uni en Suède pendant l'ère de la guerre froide? Oui, je veux dire, un aspect majeur est bien sûr les sociodémocrates suédois, qui n'étaient pas vraiment alignés avec les Américains. Ils ont prôné une politique de neutralité, et c'était principalement le premier ministre Olof Palme, qui a servi de 69 à 76, puis de 82 à 86. Il était une figure majeure sur la scène internationale. Je pense que Nixon l'a une fois appelé ce connard suédois, donc d'une manière plus colorée. Ils n'étaient pas satisfaits de la politique suédoise. Ils ont collaboré très étroitement avec une partie de l'établissement militaire suédois. Certaines personnes étaient très très proches des Américains. Et cela fait, j'ai parlé avec James Schlesinger qui dirigeait la CIA pendant l'administration Nixon. Et je lui ai demandé son avis sur la Suède, sa vision de la Suède, etc. Et il a dit, vous savez quelle Suède? La Suède politique ou la Suède militaire? Les militaires prévoyaient que nous venions dès que possible. Et bien sûr, ce n'était pas toute l'armée, mais c'était un certain groupe au sein de l'armée suédoise. Et ils collaboraient étroitement avec les Britanniques et les Américains. Et quand ils n'étaient pas satisfaits de la politique suédoise, ils pouvaient laisser quelques sous-marins apparaître dans les archipels suédois et rendre les Suédois hystériques. Et ce qui s'est passé, cela a vraiment commencé en 81 et s'est poursuivi jusqu'en 83, ou même pendant toute la décennie des années 80 en fait. Mais en 3 ans, le public suédois a totalement changé d'avis, passant de 25-30% à croire que l'Union soviétique était une véritable menace ou une sorte d'ennemi pour la Suède. Et cela a changé en 3 ans pour atteindre 83%. Donc, la Suède est devenue un pays différent en 3 ans. Et c'était principalement à cause des intrusions de sous-marins. Et cela a commencé avec, d'une certaine manière, les vrais problèmes ont commencé avec un sous-marin soviétique de classe Whiskey entrant dans un fjord suédois en octobre 1981. Et cela, c'était une chose très étrange, parce que le sous-marin est entré dans un fjord où il ne pouvait pas plonger. Donc, si vous allez avec les sous-marins de classe Whiskey, comme on l'appelait, projet 613, je pense, en Union soviétique, ils devaient aller en surface. Et si vous faites de l'espionnage, pourquoi allez-vous avec un sous-marin en surface? C'est un peu étrange. Et puis en fait, ils ont découvert qu'il était monté sur une île. Et quand le plongeur est descendu, ils ont trouvé que le sous-marin avait essayé de monter haut sur l'île.
Donc c'était très étrange. Tout aussi étrange était que les attachés américains étaient déjà là quand cela s'est produit à l'extérieur de la base navale suédoise de Karlskrona, dans le sud de la Suède. Et le chef d'état-major n'a pas été informé que les attachés allaient venir là. Mais il a interrogé l'équipage ou certaines personnes de l'équipage. On lui a ordonné d'interroger le capitaine, le navigateur régulier, l'officier politique et quelqu'un d'autre. Mais on ne lui a pas ordonné d'interroger le vrai navigateur, qui était un commodore ou un capitaine, mais il était l'officier le plus haut gradé à bord. Et il n'a pas été interrogé. C'est lui qui avait navigué le sous-marin les 2 derniers jours. Donc, toute l'affaire était très étrange. Par la suite, le chef d'état-major a cru que cet homme, Avrikevich, avait conduit le sous-marin dans les eaux suédoises. Il y avait en fait une énorme quantité de preuves pour cela. Et que les Suédois étaient également au courant à l'avance, ainsi que les Britanniques, quelqu'un du côté suédois, ou quelques personnes du côté suédois au moins, et les Américains. Mais cela a été traité par les médias et le public comme s'il s'agissait d'une intrusion pour espionnage et préparation à une attaque militaire ou quelque chose de ce genre. Mais en même temps, les Américains opéraient en fait des sous-marins dans les eaux suédoises qui n'étaient pas des sous-marins américains réguliers, mais de petits navires italiens. L'arrière-plan de cela est un accord entre les Américains, le futur chef du renseignement naval et directeur adjoint de la CIA, Bobby Inman, et quelqu'un au ministère suédois de la Défense, probablement le ministre de la Défense Sven Andersson, en 1965-67. C'était un accord entre le chef du renseignement suédois et le chef du renseignement naval américain en 1965 pour avoir Bobby Inman, qui était un jeune homme, attaché adjoint à l'époque. Et il travaillait 2 jours par semaine, de 65 à 67, au ministère suédois de la Défense, en mettant ses vêtements civils suédois, etc. Puis, on lui a ordonné de découvrir ce que faisaient les sous-marins soviétiques dans les eaux suédoises. Ils avaient un accord pour installer des hydrophones dans les eaux suédoises, ce qui était extrêmement secret, et l'est toujours en fait. Ils ont installé ces hydrophones, et ce n'était pas un système SOSUS régulier, mais des hydrophones dans les eaux territoriales suédoises. Ils envoyaient des messages aux avions de patrouille qui passaient au-dessus, concernant les sous-marins qui passaient. Et donc, ils savaient parfaitement où se trouvaient les sous-marins soviétiques. Mais le problème était que cela n'était pas, ou presque certainement pas, connu du Premier ministre. Et vous ne pouviez pas avoir le câble pour atterrir comme vous l'avez en Norvège, par exemple. Et ces sous-marins devaient être entretenus. Et puis ils avaient de petits sous-marins opérant à partir de navires marchands. Ainsi, vous aviez un navire marchand américain entrant dans les eaux territoriales suédoises, transportant du pétrole ou quelque chose comme ça vers Helsinki ou vers le nord, peut-être à Luleå, et ainsi de suite. Et puis il larguait le petit mini-sous-marin dans les eaux territoriales suédoises près de Karlskrona ou près de l'archipel de Stockholm ou quelque chose comme ça. Et puis, ce sous-marin a entretenu les hydrophones et a été récupéré sur le chemin du retour par les navires marchands. Si vous avez vu James Bond, il y avait un film qui montrait un sous-marin entrant secrètement dans un navire marchand, etc. C'était avant que James Bond ait son film, pour ainsi dire. Il pourrait y avoir eu quelques fuites à ce sujet, mais ils ont utilisé des sous-marins italiens parce que les Italiens avaient les meilleurs petits mini-sous-marins. La classe Cosmos, par exemple, a été utilisée. Du point de vue juif, j'ai demandé à John Lehman, qui était le secrétaire de la marine dans les années 80, pourquoi ils utilisaient des sous-marins italiens. Il a dit, pour une dénégation plausible,
vous savez, parce que tout le monde sait comment sont les Italiens. On ne peut jamais faire confiance aux Italiens. Donc, c'est une sorte de façon de... You can never trust the Italians. So this is a kind of way of, the Americans do that all the time. They always have. Les Américains font ça tout le temps. Ils essaient toujours d'utiliser d'autres pour avoir une dénégation plausible quand il s'agit de ce genre d'opération très très secrète. Mais cela signifie que vous aviez un système de très petits sous-marins, de 20 à 30 mètres de long, opérant dans les eaux suédoises des années 1970 jusqu'aux années 80. Et ce que le directeur de la CIA, Casey, pouvait faire, c'était simplement laisser ce sous-marin apparaître à la surface. Et les gens devenaient hystériques, vous savez, parce que les Russes arrivent. Donc cela, je veux dire, a totalement changé l'opinion publique. Et vous savez, beaucoup de gens avaient des amis qui avaient vu des sous-marins dans les archipels suédois ou même à l'intérieur des bases navales et dans le port de Stockholm. Et c'était aussi les Britanniques qui l'ont fait en fait. Il y a eu une interview en 2000 qui était une interview assez importante avec Caspar Weinberger, qui était le secrétaire à la Défense dans les années 1980, pendant l'administration Reagan. Il a dit « Nous opérions régulièrement et fréquemment dans les eaux suédoises. Et c'était nécessaire pour renforcer, pour augmenter la préparation du côté suédois. Ils étaient au courant. C'était des consultations de marine à marine. Ils savaient, les Suédois savaient tout. Il a dit, vous savez, mais ce n'était qu'une partie de la vérité, parce que seuls certains membres de la marine étaient au courant. Mais le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, etc., n'étaient pas au courant. Donc oui. Vous avez mentionné auparavant que la Suède suggère qu'elle est divisée. Serait-ce le public qui est plus réticent à l'idée d'être entraîné dans un bloc militaire, par opposition aux dirigeants militaires suédois qui sont beaucoup plus favorables à cette orientation? Comment cette division serait-elle définie? Je pense qu'on pourrait dire que c'est une division au sein de l'élite. Donc vous aviez certaines personnes au niveau politique, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, son secrétaire d'État, et ainsi de suite. Un groupe de personnes, disons 10, si vous dites 10 personnes, ou quelque chose comme ça, qui sont, vous savez, étroitement liées au Premier ministre et à sa politique étrangère. Et puis, vous avez un groupe de personnes du côté militaire, notamment dans la marine en fait, quelques amiraux, et pas nécessairement le chef de la défense, mais probablement. Je veux dire, sa position n'est pas vraiment claire, mais je veux dire, le chef de la défense ultérieur ne le savait certainement pas. Et donc, ils étaient assez contrariés. Le chef de la défense remplaçait Leonard Young, qui était principalement dans les années 1980. Et depuis la fin des années 80, Bengt Gustafsson était chef de la défense. Il ne savait rien à ce sujet. J'ai visité chez lui et lui ai parlé le lendemain du programme télévisé, où il avait également été interviewé. Il avait dit quelque chose comme « c'est illégal ». Si certaines personnes dans la marine avaient fait cela, c'est illégal. Et elles devraient aller en prison, vous savez. Pendant que j'étais assis là, l'ancien chef de la marine l'a appelé et a dit « Vous savez, pourrions-nous parler, etc. » Et pourrais-je amener l'ancien chef de la marine que j'avais devant moi, etc. Et ils ont dû coordonner leur langage. Parce qu'ils devaient mentir, et ils devaient mentir de manière crédible. Donc c'était un... Par exemple, après l'interview avec Caspar Weinberger, qui a dit que nous opérions régulièrement dans les eaux suédoises,
Et après une interview avec le ministre de la Marine britannique, Keith Speed, qui a dit la même chose, il y a eu une enquête officielle décidée par le Premier ministre. C'était l'ambassadeur Rolf Ekéus qui dirigeait cette enquête, et l'ambassadeur Matthias Mosberg, qui était le secrétaire général. Et j'étais un expert civil dès le début. Au cours de cette enquête, lorsque Matthias Mosberg s'est rendu à la base navale, aux archives du renseignement de la base navale de Muskö, il a trouvé un document indiquant que certains amiraux devaient coordonner leur langage à cause de ce qu'avait dit Caspar Weinberger. Because of what Caspar Weinberger has said. And this document... Et donc, ce document portait sur la manière dont ils allaient coordonner leur langage, ce qu'ils devaient dire, et ainsi de suite. Ensuite, l'expert militaire de l'enquête a dit « Nous avons ce document au ministère de la Défense, où notre enquête était située. Donc, vous n'avez pas besoin d'en prendre une copie. » Matthias Mosberg n'a donc pas pris de copie, et il est revenu au ministère, et il n'y avait aucun document au ministère. Il est retourné aux archives du renseignement, et ils ont dit « Nous n'avons pas entendu parler de ce genre de document. Nous ne savons pas de quoi vous parlez. » Cela indiquait donc ce qu'ils tramaient. What they were up to, you know, it was C'était l'expert militaire dans l'enquête qui jouait un sale tour. Et le gouvernement ne savait rien. Je veux dire, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense. C'était un jeu très sale, mais extrêmement réussi, car vous pouviez changer l'opinion publique suédoise en 3 ans. Totalement. Et vous aviez d'un côté un sous-marin de classe whisky, un sous-marin soviétique, où une personne à bord devait avoir conclu un accord avec des gens du côté occidental. Il y avait aussi un document britannique indiquant que les Suédois savaient que ce sous-marin allait venir. C'est pourquoi c'est étrange, car le titre de l'un de vos livres est « La guerre secrète contre la Suède ». Et nous décrivons les opérations psychologiques contre la Suède dans le but de faire évoluer l'opinion publique vers l'abandon de la neutralité. Ce n'est pas comme si c'était une conspiration. C'est basé sur des preuves. Et pourtant, ce n'est pas vraiment discuté. Et il y a très peu de gens qui, encore une fois, parce qu'on ne devrait pas parler de ces sujets, n'en parlent pas vraiment. Et cela ne perturbe en rien le récit. Au lieu de cela, c'est la raison pour laquelle le désir de rejoindre l'alliance militaire est d'une certaine manière vendu au public comme étant simplement le résultat direct de la menace russe. Mais il est intéressant de noter que les systèmes d'alliance, l'une des raisons principales pour lesquelles la littérature tend à être très critique envers les alliances militaires, c'est parce qu'ils deviennent dépendants d'un conflit perpétuel. C'est-à-dire, ils disent que si la paix éclate, alors il y a moins besoin des alliances et elles commencent à disparaître. Et c'est très problématique. En effet, vous avez vu cela avec l'OTAN dans les années 90. Ils ont inventé des slogans comme « Qu'était-ce ? S'étendre ou mourir ». Ils avaient « hors zone » ou « hors service ». Donc en d'autres termes, s'il n'y a pas de menace soviétique, nous devons soit nous étendre, soit commencer à envoyer l'OTAN envahir d'autres pays, ou faire du maintien de la paix, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, des interventions humanitaires. Sinon, il n'y aura plus de raison d'être pour nous. Nous devons réinventer le but. Sinon, le bloc disparaît. Et c'est souvent la menace de ces alliances militaires. Oui, elles ont besoin de conflits. Et comme nous le voyons souvent, ils finissent par exister dans le but de traiter les préoccupations ou menaces de sécurité causées par leur propre existence. Mais la Suède, je suppose, est une étude de cas fascinante, mais ce n'est pas la seule. La guerre franco-prussienne de 1870 était dans une large mesure une question de tirer parti de l'invasion française ou même de la provoquer dans la mesure où l'on pouvait obtenir l'unification allemande. Je sais qu'en 1956, lorsque les Soviétiques et les Japonais discutaient ou mettaient en place un accord de paix concernant les îles Kouriles
du Sud, résolvant les différends territoriaux, cela a été accueilli avec une grande inquiétude à Washington. S'ils résolvaient leurs différends territoriaux, ils pourraient réellement parvenir à la paix. Et le Japon est une tête de pont clé pour les Américains en Asie de l'Est. Donc, encore une fois, la maïsmertisme pitstraisme. The fear was that peace could break out, and Yeah, no, I think it's very, I mean, first, Oui, non, je pense que c'est très... Je veux dire, d'abord je mentionnerai brièvement que ces opérations n'étaient pas des opérations de l'OTAN. C'était des opérations américaines et britanniques. Et j'ai parlé un moment avec un ancien chef de la défense norvégienne, Viglik Id, qui était également président du comité militaire de l'OTAN. Et il a soutenu que cette opération était si secrète dans les eaux suédoises qu'on ne pouvait pas l'inclure dans l'OTAN. Cela ne pouvait pas être une décision de l'OTAN parce qu'elles étaient trop secrètes. Donc c'était une... Et je pense aussi, vous savez en fait beaucoup de gens qui utilisent les mêmes mots, que c'était des opérations américaines et britanniques. Mais bien sûr, le commandant des sous-marins, je pense, pour l'Atlantique Est, le commandant de l'OTAN était un commandant britannique. NATO commander was a British commander. He was also at the same time. Il était également, en même temps, chef des officiers de pavillon des sous-marins en Grande-Bretagne, qui serait celui qui informerait son homologue suédois de ses opérations à venir. Donc il le savait, mais pas en tant qu'officier de l'OTAN, mais en tant qu'officier britannique. Et un autre exemple que je pense très clair est que j'avais un ami qui était chef du renseignement en Norvège à la fin des années 80 et au début des années 90, avec Alfred Berg. Il a dit que, à l'automne 1988, ils avaient un comité directeur du renseignement de l'OTAN, qui était un comité de haut niveau de l'OTAN pour les opérations de renseignement, et qui en pratique décidait de la politique que l'OTAN devait adopter. Decided what kind of policy NATO should have. And at the meeting, the British and American Lors de la réunion, les représentants britanniques et américains, tels que le chef de la DIA ou le directeur de la DIA et le chef du renseignement militaire britannique, le renseignement de défense, ont soutenu que la menace de l'Union soviétique était imminente. Et c'était, vous savez, lorsque les discussions entre Gorbatchev et Reagan avaient lieu, et en fait, la Russie avait commencé à désarmer considérablement et il n'y avait aucune préparation du tout. Mais la plupart des services de renseignement en Europe ne le savaient pas, parce qu'ils n'avaient aucune connaissance de ce qui se passait réellement à l'intérieur de l'Union soviétique. Mais les Norvégiens savaient. Ils savaient tout ce qui se passait dans le nord-ouest de l'Union soviétique. Et ils ont dit, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune préparation. Il n'y a aucune menace imminente. Et après quelques discussions, l'un après l'autre a rejoint la position norvégienne et a quitté la position anglo-américaine. Mais on pourrait dire qu'il faut être assez fort pour s'opposer aux Britanniques et aux Américains dans ce cas. Mais aussi, il est clair que les Britanniques et les Américains ont utilisé l'OTAN à leur propre fin. Donc, la politique de l'OTAN, dans une large mesure, dirigée par les Britanniques et les Américains. Mais parfois, il est possible de l'arrêter, de la mettre en veto, pour ainsi dire. Mais il faut proposer quelque chose de vraiment fort pour le faire. Cela en dit long sur le fonctionnement de l'OTAN, en fait. Si vous pensiez en termes de... Ou la politique, c'est une façade plutôt qu'un genre de comité central ou quelque chose comme ça. Donc l'OTAN est quelque chose qui est principalement utilisé par les Britanniques et les Américains. Oui, donc plus un instrument. Mais je me demandais pourquoi tout cet accent sur la Suède. Encore une fois, je sais que pendant la guerre froide,
nous avions une ceinture d'États plus ou moins neutre traversant l'Europe du Nord au Sud. Donc on peut mettre la Suède, la Finlande, l'Autriche, la Suisse, je suppose que la Yougoslavie s'y intègre aussi, comme un peu un tampon entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Mais encore une fois, à part les intégrer clairement dans le registre de l'OTAN, pourquoi la Suède est-elle si stratégique pour les Britanniques et les Américains? Je pense que pendant la guerre froide, le facteur le plus important était que la Suède avait un certain nombre de bases aériennes et était extrêmement bien située pour l'US Air Force. Le scénario était que lorsqu'une guerre commençait sur le front central, les avions américains en Allemagne de l'Ouest devaient se déplacer quelque part. Ils pouvaient se déplacer vers la Grande-Bretagne, qui est assez éloignée de l'Union soviétique. Mais ils pouvaient aussi se déplacer vers la Suède. Depuis la Suède, ils pouvaient ouvrir la défense aérienne dans la région baltique et avoir une couverture aérienne sur le front central. En ce sens, la Suède était idéale. Par exemple, alors que l'attaché de défense américain en Norvège était un officier de marine, en Suède, c'était un officier de l'air. Et parce que dans les toutes premières heures d'un conflit, la Suède recevrait des avions américains. C'était l'intention des militaires en Suède, je le dirais ainsi, des personnes qui collaboraient étroitement avec les Américains. Alors que, par exemple, la Suède politique, avec Olof Palme, n'a probablement pas transmis cette politique à son successeur en 1966, il a très probablement soutenu que cela signifierait que les bases aériennes suédoises seraient détruites par les Soviétiques dès le premier jour. Et les Soviétiques n'auraient pas pu le faire à l'époque avec des bases aériennes conventionnelles, des bombes conventionnelles, car dans ce cas, ils auraient dû bombarder continuellement les bases suédoises, en fait, car on pouvait réparer les pistes d'atterrissage, etc. Ils utiliseraient donc très probablement des armes nucléaires. Et Olof Palme a très probablement compris que ça n'était pas si bon pour la Suède, donc il n'a pas accepté cette politique. Cependant, le côté militaire, ou certaines parties de l'armée, ont fortement poussé pour cela. Voilà ce qu'était la Suède. Je pense aussi que, pour que la Suède rejoigne l'OTAN, ou pour que l'Occident rejoigne les forces de l'OTAN dans la guerre, il devait être attaqué par les Soviétiques. Et les Soviétiques le savaient. Donc, ils n'attaqueraient pas la Suède dans la phase initiale, parce que dans ce cas, ils devraient utiliser une énorme quantité d'avions, etc., pour le front suédois. Bien sûr, ils n'étaient pas intéressés à attaquer la Suède. Donc ce que vous faisiez, c'était de préparer les Suédois avec ces sous-marins, parce que ce qu'ils prétendaient alors, c'était que les Soviétiques viendraient avec des forces spéciales, avec les Spetsnaz, etc., sur des sous-marins et débarqueraient les forces spéciales en Suède. Et puis, ils élimineraient la direction suédoise ou la direction militaire, etc. Et ensuite, ils pourraient attaquer la Suède. Mais attaquer la Suède par la mer n'est pas si facile. Si vous savez que ces navires arrivent, les Suédois les auraient éliminés. En fait, cela n'aurait pas été si difficile. Donc, toute l'affaire était très très louche. Et les sous-marins n'étaient pas seulement une opération psychologique en temps de paix pour changer la mentalité, mais aussi une préparation pour une opération en temps de guerre. Vous auriez ce sous-marin qui apparaîtrait, qui aurait très probablement été britannique, en fait, parce que les Britanniques s'entraînaient à utiliser des forces spéciales en Suède et en Norvège et à collaborer avec les réseaux Stay Behind. Donc, ils débarqueraient. So they would land, they had the Oberon-class and Purpose-class submarines. Ils avaient les sous-marins de classe Oberon et de classe Porpoise pour débarquer des forces spéciales en Suède. J'ai eu une conversation une fois avec un capitaine de sous-marin britannique qui a dit « Je n'étais qu'un chauffeur de taxi.
Je veux dire, il longeait la côte suédoise. Il longeait aussi la côte norvégienne pour débarquer des forces spéciales. Mais il n'était qu'un chauffeur de taxi pour les forces spéciales, donc il ne savait pas ce qu'elles faisaient. Il ne savait rien. Je veux dire, c'était dirigé par les forces spéciales. Et il se connectait avec les stay-behind suédois. Et les stay-behind suédois se préparaient à éliminer le quartier général soviétique et tout ce qui s'en suivait, vous savez, si les forces soviétiques entraient à Stockholm. Stockholm archipelago, first entering Stockholm, Et puis, c'était en fait un exercice le 28 février 1986 pour les stay-behind qui arrivaient et pour certaines forces spéciales qui venaient éliminer les porteurs d'informations. C'était un exercice de stay-behind le soir où Olof Palme a été abattu. Il se préparait en fait à éliminer des personnes qui en savaient trop et ne devaient pas tomber entre les mains des Soviétiques, y compris des Suédois. C'était le but de l'exercice. Et bien sûr, c'était à cause de ces intrusions de sous-marins. Il y avait des sous-marins britanniques et américains, et ils ont été laissés sortir. Ils ont reçu des ordres, l'officier local a reçu des ordres, avec des cessez-le-feu, et ils ont été forcés par leurs supérieurs de laisser sortir les sous-marins. Et bien sûr, quand il s'agissait de sous-marins britanniques et américains, ils ne pensaient pas en ces termes. Ils pensaient qu'Olof Palme collaborait avec les Soviétiques et qu'il était un traître. Cela a déclenché ce qu'on a appelé la révolte des officiers de marine contre le Premier ministre, où ils ont également discuté de l'éliminer. Les opérations psychologiques, les PSYOPs, avaient plusieurs dimensions. C'était une dimension générale en temps de paix pour changer la perception de la population suédoise. C'était aussi une PSYOP qui a changé la perception parmi les officiers de marine de niveau inférieur qui voulaient éliminer le Premier ministre. Et c'était une opération psychologique préparant ce qu'il fallait faire dans les tout premiers jours d'une guerre. Donc je dirais que c'était extrêmement réussi. Mais c'était pas pour les personnes qui voulaient avoir une sorte de zone tampon entre l'Est et l'Ouest et pensaient que, je veux dire d'un point de vue du droit international, la dissuasion n'est pas légale en fait, parce que la dissuasion est une menace et une menace envers l'autre côté n'est pas légale. Mais les Américains voulaient avoir des déploiements de forces aériennes et de missiles près de l'Union soviétique afin d'avoir une dissuasion crédible, comme ils disaient. Mais les Soviétiques l'ont perçu très différemment. Mais si vous avancez rapidement jusqu'à l'époque actuelle, maintenant que la Russie a envahi l'Ukraine il y a 3 ans, nous avons vu la Finlande et la Suède se précipiter très rapidement pour abandonner leur neutralité et rejoindre l'OTAN. J'ai trouvé ce processus très intéressant car tout s'est passé si vite et l'opinion publique n'avait jamais été en faveur de rejoindre l'OTAN. Et bien sûr, avec le choc qui a suivi, cela semblait avoir été précipité très rapidement. Quand j'ai vu des gens plaider en faveur de cela, c'était souvent des personnes comme le secrétaire général Jens Stoltenberg, qui soulignaient que, Poutine voulait moins d'OTAN. Maintenant, il en a plus. Mais ce n'est pas une grande stratégie de sécurité que d'essayer de frotter le visage de votre adversaire dans un bloc militaire en expansion. Il n'a jamais vraiment détaillé comment cela améliorerait notre sécurité, si l'on considère que la sécurité découle d'un équilibre entre la dissuasion et la réassurance. Donc encore une fois, surtout la Finlande étant donné qu'ils étaient les plus grands, ils sont maintenant la plus grande ligne de front, mais ils étaient une grande réussite en matière de neutralité. Plus de conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, soudainement, cela est salué comme un grand accomplissement. Même chose pour la Suède. 200 ans de neutralité, abandonnée très rapidement, sans référendum. Et soudainement, oui,
C'était un grand accomplissement et une grande avancée de la sécurité. Comment, vous savez, d'un point de vue, je suppose, d'un ressortissant suédois, comment expliqueriez-vous ce processus par lequel la Suède a été, je suppose, précipitée dans cela? Yeah, Os histoires do Suma, allemand. you had this, you could say that On pourrait dire que la Suède a historiquement eu une tendance très anti-russe. Je veux dire, il y a eu les guerres suédoises avec les Russes au XVIIIe et XIXe siècle. J'étais en voyage à Saint-Pétersbourg en 1992 avec un historien militaire américain et un collègue américain. Il y avait aussi 4 Suédois d'origine militaire, dont un général. Vous pouviez voir à quel point ils étaient enthousiastes à l'idée de regarder d'anciens territoires suédois. Donc, en Suède, et du côté militaire notamment, il y a une sorte d'antipathie très forte contre les Russes. strong antipathy against Russians. And very different from Norway. Or if you look at the Norwegian Et très différent de la Norvège, si vous regardez l'histoire norvégienne. Russians, but Je veux dire, bien sûr, vous avez aujourd'hui une forte critique contre les Russes, mais vous n'avez pas cette tradition historique. Et en Finlande, vous avez une histoire très divisée. Vous avez eu la guerre civile en 1918 entre les rouges pro-soviétiques et les blancs. and this has also happened Cela a également laissé une empreinte sur la mentalité finlandaise. when this change happened. Lorsque ce changement s'est produit en Russie avec l'Ukraine, Then les gens traditionnellement neutres ont été mis sur la défensive, tandis que ceux qui étaient vraiment agressifs envers les Russes gagnaient. Et je veux dire, bien sûr, c'était totalement stupide. winning. And I mean, of course, it was totally stupid. This kind of, I mean, this basis that they now, Ce genre de, je veux dire, cette base qu'ils ont maintenant, the acceptance of l'acceptation des bases américaines en Finlande, en Suède et en Norvège au cours des 2 dernières années, c'est que, vous savez, elles seront simplement des cibles pour des attaques russes s'il y a une grande guerre. Et c'est, vous savez, la planification russe ou la planification soviétique, devrais-je dire, dans les années 1970 et 80, était qu'ils avaient le district militaire de Leningrad, qui était censé prendre la Finlande, parce qu'ils ne faisaient pas confiance aux Finlandais. Et ils avaient continué à Mourmansk. Ces forces allaient prendre le Finnmark. Mais ils ne croyaient pas vraiment pouvoir aller plus loin. were going to take Finnmark. But they did not believe that they could go further, really. You know, to take territory is very difficult. Vous savez, See now in- prendre un territoire est très difficile, so it comme was vous not pouvez le voir maintenant en Ukraine, par exemple. to take out Et donc, ce n'était pas... Ce qu'ils feraient, c'était d'éliminer toutes les bases aériennes américaines et ce que les soviétiques percevraient comme une menace. It's probably true Et c'est probablement encore vrai aujourd'hui. when Finland Alors, announced que s'est-il passé lorsque la Finlande a annoncé qu'elle rejoignait l'OTAN? after half a year Après 6 mois, le président Poutine a déclaré que nous recréerons le district militaire de Leningrad. recreate the Leningrad Je veux dire, juste pour dire aux Finlandais, que nous allons commencer à créer un district militaire dont le but principal est de prendre la Finlande. that has Et cela ne serait pas, ce district militaire n'existait pas auparavant. that was a Je veux dire, après la guerre froide, il a été fermé. the district did not exist before. I mean, after the Cold War, it was closed down. But this is the security competition. If you're able Mais c'est la to get compétition into sécuritaire. NATO, Si vous parvenez à faire entrer la Finlande dans l'OTAN, alors les Russes devront réagir. Et maintenant, nous pouvons dire « Oh, regardez, les Russes sont agressifs. » Heureusement que nous avons l'OTAN. Mais c'est ce que je veux dire. Cela crée une demande pour sa propre existence. Mais je voulais demander, cependant, à propos de... Alors que vous vous concentrez sur la stratégie maritime, parce que les pays scandinaves, je veux dire, non seulement intégrer la Suède et la Finlande, mais aussi des bases militaires en Finlande, en Suède et en Norvège. C'est un changement assez radical. Et comme vous l'avez mentionné, la Suède était historiquement un rival clé de la Russie. En effet, la Suède était considérée comme la puissance dominante dans la région de la mer Baltique jusqu'à la Grande Guerre du Nord, lorsqu'elle a été vaincue par les Russes en 1721. Mais pour les Russes, en exwalistive histoire, so this passement ou du moins Erheim en fiable aux voies navigables.
least reliable access to waterways. And on the western borders, they always have the Black Sea. Sur les frontières occidentales, ils ont toujours la mer Noire, la mer Baltique et la mer Arctique. Maintenant, la mer Noire a évidemment joué un rôle clé et a également été une raison clé derrière la guerre en Ukraine, les Russes étant perçus comme étant évincés de là. Idéalement, bien sûr, les États-Unis voulaient la Crimée et repousser les Russes. Mais la Scandinavie exerce beaucoup de pression, à la fois sur la mer Baltique et sur l'Arctique, si vous voulez intercepter des sous-marins ou mettre en œuvre un éventuel confinement maritime. Je sais que l'ancien Premier ministre danois, mais ancien secrétaire général de l'OTAN, Rasmussen, faisait valoir cet argument que, vous savez, si nous avons un conflit avec les Russes maintenant, avec les Suédois et les Finlandais dans l'OTAN, nous pouvons mettre un blocus sur Saint-Pétersbourg. Et vous entendez de plus en plus parler de la mer Baltique devenant un lac de l'OTAN. Les Danois devraient-ils commencer à intercepter et bloquer les navires russes, comme les navires commerciaux? Nous voyons plus en Amérique. Ils parlent maintenant davantage de confronter les Russes dans l'Arctique. Et bien sûr, beaucoup de Scandinaves se sont transformés en ligne de front. Ils n'en parlent pas beaucoup en Norvège. Ils ne sont même pas autorisés à les appeler des bases américaines. Ils ont un nom différent pour cela. J'ai oublié ce que c'est en anglais, car ils ne sont pas censés avoir de bases étrangères sur leur sol. Alors ils l'appellent simplement autrement. C'est très George Orwell. Mais comment voyez-vous cela? Est-ce un retour de l'histoire? Parce que c'est pas seulement les voies maritimes, mais aussi, maintenant, vous savez, si vous incluez l'Arctique, vous pouvez également défier la flotte du Nord russe à Mourmansk. Déjà, les gens parlent de la façon dont les Russes pourraient, à l'avenir, essayer d'envahir la Laponie, qui est la région nord de la Finlande. Donc nous devons aussi avoir des bases militaires là-bas. Maintenant, soudainement, vous êtes très proche de la flotte du nord de la Russie. Comment voyez-vous l'évolution de tout cela? Parce que, encore une fois, la Scandinavie était une région de paix. On dirait que nous sommes maintenant préparés à devenir une véritable ligne de front. Oui, oui, oui. Non, je veux dire, d'un point de vue scandinave, on pourrait dire que c'est la technologie des armes. Nahavisi. The weapons technology has changed the situation a bit. On changeait un peu la situation. Donc, par exemple, ce missile Oreshnik que les Russes ont tiré sur Dniepr en Ukraine est très destructeur, d'après ce que je comprends, et dans un sens comparable à une très petite arme nucléaire. Et cela signifie que les Russes peuvent éliminer tout cela en une nuit, s'ils le souhaitent, dans les pays scandinaves, mais sans armes nucléaires. Et c'est le côté positif, car ils n'ont pas besoin d'utiliser des armes nucléaires pour éliminer ces bases. Donc je pense que c'est une sorte de... Oui, je veux dire bien sûr, c'est stupide d'avoir ce genre de base militaire. Et l'inquiétude, les conséquences, je pense, en général, ont été qu'il y a eu, vous savez, trop de préparation pour, vous savez, mettre des avions américains dans différentes bases, en Suède, en Norvège, en Finlande, et ainsi de suite. Ce qui a également amené les Russes à changer de doctrine aux United. The Russians changed their nuclear doctrine. So they now accept using nuclear weapons. Ils acceptent donc maintenant l'utilisation d'armes nucléaires. Si c'est une frappe majeure sur la Russie, ils répondront par une frappe conventionnelle majeure sur la Russie. Ils pourraient répondre en utilisant des armes nucléaires. C'est donc un changement majeur. Mais on pourrait se demander pourquoi les Suédois et les Finlandais l'ont accepté. Vous savez, ce n'était pas... Je connais certaines personnes, les diplomates les plus haut placés, qui écrivaient en Suède contre cet accord. Et ils ne pouvaient pas publier leurs articles. Donc, vous savez, si vous avez un diplomate qui a été ambassadeur aux États-Unis ou à Washington, etc., et qui ne pouvait pas publier, et que les principaux diplomates du côté social-démocrate ne pouvaient pas publier, On the social democratic side and so on, that couldn't publish. And then you wonder how this is organized. et puis vous vous demandez comment cela est organisé. We have to stop this.
Et ce n'est pas vraiment, je pense, que nous devons faire taire ces voix ou quelque chose comme ça. C'est plutôt que leurs arguments sont si étranges pour ces éditeurs qui ne comprennent pas. Vraiment. Ils ne pouvaient pas imaginer. Donc c'est, si vous voulez, un récit qui a été totalement hermétique. Donc vous ne pouviez même pas le pénétrer. Peu importe maintenant quel genre de position vous avez eu du côté diplomatique ou du côté militaire ou autre. C'est plutôt le petit groupe de personnes traînant dans le bar un vendredi soir, parlant entre eux et lisant le New York Times, etc. Yeah. No, it's a strange clampdown on this. C'est une répression étrange. Il n'y a plus d'acceptation pour la dissidence. Encore une fois, c'est un peu étrange pour la Scandinavie, étant donné l'importance accordée à la valeur de la neutralité. C'est-à-dire que si vous ne provoquez pas vos adversaires, alors vous aurez la paix. Et comme les Suédois et les Finlandais l'ont reconnu, ils n'auraient pas de problème avec les Russes, à moins qu'ils ne commencent à accueillir des troupes étrangères sur leur sol et à rejoindre des alliances militaires. Et cela s'est avéré correct. En Norvège, qui a rejoint l'OTAN, c'était néanmoins une version allégée de l'OTAN. In Norway, which joined NATO, it was nonetheless NATO light. They didn't want any foreign troops on the soil because they thought. Ils ne voulaient pas de troupes étrangères sur leur sol parce qu'ils pensaient, oui, nous aurons la dissuasion par l'OTAN, mais sans la provoquer avec des bases. Mais encore une fois, ce qui était du bon sens, il y a quelques années, si cela est présenté maintenant aux médias, c'est perçu comme un argument pro-russe, que non. Eh bien, si vous prenez en compte les préoccupations de sécurité de l'OTAN et de la Russie, c'est une position pro-russe. Et vous savez, personne ne demande. Vous savez, le point de départ devrait être comment améliorons-nous notre propre sécurité? Et ensuite, vous devez prendre en compte la sécurité de l'adversaire, à moins de croire que tout ce qu'ils font se passe dans un vide. Unless you believe that everything they do happens in a vacuum. I just had my final question was on that. Je me suis dit, oui, ma dernière question était, étant donné que vous vous intéressez à la stratégie maritime, avec votre carrière de 30 ans, comment interprétez-vous la situation avec Nord Stream? Parce que c'est aussi crucial pour la mer Baltique. Il y a eu la destruction de ce pipeline en 2022. Vous avez mentionné auparavant que les Américains aiment avoir une dénégation plausible. Il ne reste plus beaucoup de dénégations plausibles. Je suppose que les Américains disent que ce sont les Ukrainiens. Nos médias le répéteront ou feront comme si Nord Stream n'avait jamais existé. Mais comment voyez-vous la situation maintenant que, vous savez, 3 ans se sont écoulés? Eh bien, pas 3 ans, mais oui, au moins plus de 2, atteignant 2 ans et demi. Reaching 2 years and 2.5 years. Yeah. No, it's Oui. maybe it's possible. Non, peut-être qu'il est possible que quelque chose surgisse pendant l'administration Trump. They have a lot of reason to Je veux dire, ils ont beaucoup de raisons de révéler des choses. will happen when it comes to Nord Stream. Mais je ne sais pas ce qui se passera en ce qui concerne Nord Stream. Very clear that it Mais il est très clair qu'il y avait une énorme présence américaine, juste quelques mois avant que Nord Stream ne soit détruit lors de l'exercice dans la même zone avec les forces navales et aériennes. Et les jours avant qu'ils ne détruisent Nord Stream, il y avait aussi une énorme présence navale américaine au-dessus de la position des explosions. presence over the position of the explosions. And you had Et vous aviez un avion de patrouille maritime, le Poseidon, 2 hours qui est parti 2 heures avant la première explosion, de Keflavik jusqu'à Bornholm où l'explosion a eu lieu. L'explosion a eu lieu 1 heure avant son arrivée. as of Norway. Il est passé au large de la Norvège, puis a patrouillé dans la zone pendant 5 heures après l'explosion, et a même été ravitaillé au-dessus de la Pologne. L'avion citerne qui a ravitaillé cet avion Poseidon est parti de la base américaine en Allemagne de l'Ouest, à la minute même où l'explosion a eu lieu, et a commencé à ravitailler l'avion Poseidon, lui permettant de patrouiller au-dessus de la zone de l'explosion pendant 5 heures. The Poseidon aircraft could patrol over the area of the explosion for 5 hours. And this was pre-planned. You know, you had a, Et cela a été planifié à l'avance. when Vous aviez un avion citerne qui montait au moment où cela s'est produit, et l'avion est parti 2 heures avant que cela ne se produise. knew about
Il ne fait donc aucun doute qu'ils étaient au courant, et ils ne l'ont pas dit aux Russes, aux Allemands ou à l'entreprise à l'avance. On pourrait donc dire que c'est très clairement une preuve pointant vers une opération américaine, et une opération américaine majeure. Mais ce voilier ukrainien, naviguant sous pavillon ukrainien et se rendant dans chaque port à proximité, pourrait avoir joué un certain rôle, mais c'était juste, comme vous l'avez dit, pour une dénégation plausible. Eh bien, ce n'est pas seulement qu'ils n'ont rien dit. Ce qui a été suggéré pendant des mois, voire la première année après la destruction de Nord Stream, c'est que les Russes étaient derrière cela. Cela a effectivement été utilisé comme une raison pour laquelle nous devions intensifier la guerre en Ukraine. Pourquoi l'OTAN devait encore militariser la mer Baltique? Parce que nous parlons encore maintenant de la nécessité pour l'OTAN de défendre le fond marin dans la mer Baltique. Mais tout cela reposait sur l'idée que les Russes étaient derrière cette attaque. Ils ont fait exploser leur propre pipeline, ce qui fait apparemment partie d'un très mystérieux manuel russe, dont je n'ai pas encore reçu de copie. Mais c'est assez fascinant. Et même maintenant, après coup, les Américains reconnaissent que ce n'étaient pas les Russes. Personne ne revient vraiment en arrière pour aborder le fait que, s'ils savaient que ce n'étaient pas les Russes avant que cela ne se produise, et qu'ils savaient à l'avance que cela se produirait, pourquoi personne n'en parle? Comment ont-ils pu essayer de blâmer les Russes pour cela? Encore une fois, les récits ne fonctionnent plus. Mais tout le monde semble très craintif d'aborder la faille dans le récit, car alors ils peuvent être perçus comme prenant le parti des Russes, ce qui est un très grand non-non. Alors, que pouvez-vous faire? En 2014, vous avez eu des intrusions de sous-marins ou des intrusions supposées de sous-marins en Russie, à l'extérieur de Stockholm, dans l'archipel. Et il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Après l'interview de Caspar Weinberger en 2000, je pense qu'environ 60% des gens disaient que c'était probablement des sous-marins occidentaux. Mais en 2014, 14 ans plus tard, tout cela était oublié. Donc maintenant, c'était évidemment des sous-marins russes entrant dans les eaux suédoises et profondément dans les eaux suédoises. Le problème était que les Russes n'avaient qu'un seul sous-marin de classe Kilo à l'époque, et ce n'était pas du tout crédible. Mais cela montre comment ils ont interviewé certains officiers militaires suédois particuliers et certains soi-disant chercheurs, disant que cela devait être des sous-marins russes. Et donc c'est pareil. La première chose, après ces explosions de Nord Stream, vous aviez un programme télévisé dans tous les pays nordiques qui, entre guillemets, révélait que c'était les Russes qui avaient détruit le gazoduc Nord Stream. Et vous aviez une interview avec un ancien officier du renseignement britannique qui disait oui, ce que vous devriez faire, c'est regarder qui a un intérêt. Et il est évident que les Russes sont les seuls à avoir un intérêt. Et ensuite, vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Après que tous ces dirigeants américains ont passé tout ce temps à avertir que le Nord Stream était mauvais, qu'il fallait l'arrêter, qu'ils menaçaient de l'arrêter, puis il est détruit. Eh bien, certainement, les Américains n'auraient aucune motivation. Même cela, nous ne pouvions pas l'accepter. C'est très étrange. Mais c'était aussi le récit que toutes les traces mènent à la Russie. Comme, quelles traces? Il ne justifie jamais cette affirmation. Il n'y avait aucune preuve. Il n'y avait pas de traces. C'était juste une supposition qu'ils veulent envoyer un signal. Donc nous allons faire sauter notre investissement d'1 milliard de dollars pour envoyer un signal. Rien n'a vraiment de sens, à moins de penser en termes de clichés des stéréotypes. C'était une interview avec Condoleezza Rice à la télévision allemande en 2014,
où elle a dit très clairement au public allemand qu'il fallait changer votre dépendance énergétique. Vous deviez opter pour l'énergie américaine et abandonner votre énergie russe. Et donc, c'était presque un ordre. Et bien sûr, la décision de supprimer le pipeline a probablement été prise, sinon avant 2014, du moins en 2014. Ils ont essayé, en 1982, de détruire le pipeline russe vers l'Allemagne de l'Ouest. C'était selon le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Tom Reed, et selon Dick Allen, qui était conseiller à la sécurité nationale. Ils l'ont fait. Je veux dire, le pipeline a explosé. Mais le problème était que les Allemands et les Russes ont continué à travailler sur le pipeline. Et c'est probablement ce qui a donné une sorte de confiance du côté russe et du côté ouest-allemand. On the Russian side and on the West German side for the ending of the Cold War. Pour la fin de la guerre froide, c'est en fait assez important. Eh bien, maintenant que le gazoduc est parti, le gaz bon marché va en Chine et en Asie, l'Europe se désindustrialise et l'Amérique s'inquiète que la Russie se rapproche de plus en plus de la Chine. Donc ce n'était probablement pas, pas une grande stratégie pour commencer. Quoi qu'il en soit, Ola Thunander, merci beaucoup pour votre temps. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Oh, merci beaucoup. Merci. Oh, thank you very much. Thank you.